Bonjour. Dans le cadre de notre réflexion sur l'environnement de l'enfant, nous allons aujourd'hui réfléchir ensemble, si vous le voulez bien, au phénomène de la violence. Mais au phénomène de la violence qui concerne directement l'enfant dont il est question. Et pour cela, nous allons d'abord définir ce qu'on entend par violence. Violence physique, violence verbale, avec qui? Est-ce toujours avec les mêmes camarades que le garçon ou la fille en question est toujours violent? Est-ce qu'il y a un ou des camarades avec lesquels il n'est jamais en situation de reproche de violence? Cette question est importante parce qu'elle peut permettre, le cas échéant, que l'enfant, qui n'est pas l'objet de violence de la part de votre fils, si c'est votre fils dont il est question, pourra, le cas échéant, servir d'arbitre. Nous verrons plus loin. Ces manifestations de violence, qu'elles soient orales ou physiques, sont-elles publiques? C'est-à-dire, est-ce que l'enfant ne se cache pas pour manifester son agressivité, ou au contraire, aura-t-il tendance à se dissimuler? C'est aussi important de façon à savoir si l'enfant se sent coupable de quelque chose ou pas du tout. Un point essentiel qui va permettre de savoir si l'on fait fausse route dès le départ, c'est de répondre à la question suivante: avez-vous le sentiment, avez-vous la connaissance sur le fait de savoir si votre enfant, quand il est violent, est capable de se maîtriser ou non? Si vous répondez non, je crois qu'il faut cesser la réflexion et il faut en parler à votre médecin, parce que ça rejoint un domaine de réflexion et d'activité qui est celui du spécialiste en médecine. Par ailleurs, toujours dans le cadre des questions qu'il faut se poser avant de tirer des conclusions et des conséquences, est-ce qu'il y a, selon vous, des circonstances qui favorisent le passage aux voies de fait, qu'elles soient orales ou qu'elles soient physiques? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas que le professeur dise certaines choses, ou est-ce que certains comportements de ses compagnons sont de nature à faire éclater le ressenti? Donc tout cela, il faut s'en assurer, parce que c'est un préalable important qui permet d'éviter la fausse route. Enfin, nous touchons à la fin des questions préalables à se poser. Est-ce que l'agressivité de l'enfant se manifeste plus souvent envers les adultes ou envers les compagnons qui ont le même âge que lui? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience que j'ai en la matière m'a systématiquement, je dis bien systématiquement, appris qu'un enfant agressif est un enfant d'abord qui est jaloux. C'est-à-dire, pour parler clair et pour parler franc, l'enfant va agresser celui qu'il croit être meilleur que lui, ou être plus beau que lui, ou être plus riche que lui. En tout cas, il attaquera celui dont il a le sentiment qu'il a un surcroît par rapport à lui. Comment cela se passe? Par quel mécanisme il en est arrivé là? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je suis un homme d'expérience et pas de théorie. Cela, je l'ai constaté. Et c'est ces constatations dont je vais vous faire part et vous montrer aussi ce que j'ai pu faire pour enrayer cet état de fait. Or, pour pouvoir faire un travail utile avec un enfant violent, d'abord, il faut rechercher le flagrant délit. Il faut surtout éviter de tomber dans des discussions à n'en plus finir. C'est lui qui a commencé, c'est pas moi, il m'a attaqué, il m'a dit que, etc. Lequel cas, si telle est la situation, l'enseignant ou l'éducateur qui s'en occupera, son affaire finira en queue de poisson, parce qu'il ne pourra pas établir la responsabilité franche et directe de l'enfant. Il faut donc
un flagrant délit. Je suis désolé d'employer un langage pénal, mais appelons un chat un chat. Un enfant qui est violent est un enfant qui attaque. Et par conséquent, c'est un comportement qui n'est pas tolérable. Et le meilleur des flagrants délits qui soit, c'est celui que l'adulte peut constater sur une cour de récréation lorsqu'il voit l'enfant en question attaquer, porter préjudice, insulter directement un autre de ses compagnons qui était occupé à discuter avec les autres et qui véritablement n'est pas mêlé à la rixe qui pourra s'en suivre. Dès le flagrant délit constaté, il faut isoler l'enfant, ne serait-ce qu'une demi-heure, mais il faut l'isoler et faire le point et parler avec lui. Et parler avec lui, ça veut dire n'avoir de cesse que d'obtenir une réponse à une ou plusieurs questions précises. Je t'ai vu attaquer X, pourquoi ? J'insiste bien, il faut que ce soit clair dans la tête de l'enfant que l'adulte a vu, l'a vu, prendre délibérément l'initiative de l'attaque, lui rappeler qu'on ne porte pas préjudice sans conséquence et faire insister tant que c'est possible pour savoir les raisons pour lesquelles il a fait ce qu'il a fait. Dans 90 cas sur 100, l'enfant non pas niera le flagrant délit, mais fera référence à hier ou à avant-hier, à un incident qui s'est passé à la sortie ou à la mise en rang, ou enfin bref, il fera référence à quelque chose d'autre qui pourra expliquer ce qu'il a fait. Parce que jamais, en tout cas dans les premiers temps de la conversation, l'enfant ne reconnaîtra qu'il a un problème vis-à-vis de tel de ses compagnons et que ce problème est lié à la jalousie. Jamais. Donc les premières questions d'introduction, pourquoi as-tu fait ça, ne marcheront pas, et dès lors que l'on constatera qu'il fait référence à une situation antédiluvienne, on passera un cran au-dessus dans une suite de questions, d'interrogations qui seront, je dirais, plus directes. Par exemple, commencer à parler par allusion, c'est-à-dire commencer à lui faire comprendre que vous n'êtes pas dupe des raisons pour lesquelles il s'est comporté de cette façon, en lui disant X, appelons la victime X, ne t'a rien fait. Et là, vous marquez un point en disant bon, il est ce qu'il est, mais il ne t'a rien fait. En lui disant il est ce qu'il est, vous faites référence à la motivation réelle et profonde. Il ne t'a rien fait. Et là, bon, vous faites le profil de l'enfant victime. Si c'est parce qu'il est bon en classe et qu'il réussit bien, vous direz systématiquement la chose suivante. Ce n'est quand même pas de sa faute si en classe il travaille bien. Ce n'est pas de sa faute s'il a de bons résultats. Vous constaterez que quand vous lui direz cela, il ne fera pas de commentaires. Il fera des commentaires un petit peu plus tard. Vous montrerez par exemple que le regard de la classe sur la victime est un regard très valorisant, que c'est un camarade qui est très apprécié en classe. Là, vous le piquerez au vif et il répondra, probablement par des mensonges, mais il n'ira pas très loin dans l'argumentation. Revenez dans ce cas-là. Il est ce qu'il est. C'est un garçon qui a un physique agréable, qui est fort, qui impressionne ses camarades. Insistez sur le fait qu'il est ce qu'il est. C'est-à-dire, en d'autres termes, rappeler à l'enfant
par ses allusions, que s'il a été violent, ce n'est pas parce qu'on lui a fait quelque chose, mais parce que la victime est quelque chose que l'enfant ne supporte pas. C'est-à-dire que cet enfant est brillant, ou fort, ou beau, c'est-à-dire tout ce qu'il croit ne pas être des caractéristiques le concernant. C'est à ce moment-là où il faudra dire deux choses qui peuvent paraître antinomiques, mais qui ne le sont pas finalement. La première, c'est lui rappeler que le règlement intérieur de l'établissement a été négligé par lui, qu'il a commis une faute grave, parce qu'on ne lève pas la main ou on n'insulte pas pour rien, qu'une sanction sera prise, mais en même temps, vous pouvez aussi dire, et rien ne vous empêchera de dire à cet enfant, mais toi, tu es quoi finalement? Tu te crois quoi? Tu te prends pour qui? Pour pouvoir frapper? Pour pouvoir agresser? Tu crois que toi, tu ne peux pas être celui qui sera agressé aussi plus tard? C'est-à-dire tu ne peux pas penser que tu peux aussi être quelqu'un qui peut être beau, qui peut être fort et qui peut réussir? Eh bien écoute, le temps de la punition que je t'impose te permettra peut-être d'y réfléchir et d'y répondre. Je voudrais maintenant réfléchir avec vous, si vous le voulez bien, à un autre aspect de la violence qui est soit verbal, soit physique, mais exercé cette fois-ci, si malheureux que ce soit, à l'égard des parents. Je me rappelle, non pas fréquemment, mais avoir souvent reçu des parents, père et mère, qui avouaient, le regard voilé par la honte, c'est qu'il peut être violent. Et quand je demandais de préciser, on me disait « il lève la main sur nous ». Et je continuais en disant « il lève la main seulement ou il baisse aussi la main, c'est-à-dire est-ce qu'il frappe aussi ?» Et dans certains cas, on répondait oui. Et ce que je disais toujours, enfin, ma réaction était toujours de dire « et qu'est-ce que vous avez fait alors ?» Et ce qui est très curieux, c'est que dans les cas extrêmes, les ressemblances sont frappantes. La plupart du temps, les parents me disaient quelque chose qui ressemblait à « et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Alors, ce que je peux vous dire par rapport à cette situation, c'est que tant que la violence est verbale, la réaction des parents doit, à mon sens, être verbale. Par contre, si l'enfant frappe, il doit recevoir un châtiment, sinon proportionnel, ça dépend du coup qu'il donne, mais il doit aussi recevoir un coup qui doit être réfléchi, qui doit être mesuré, qui doit être donné dans une optique bien particulière en visant un point déterminé, mais il doit aussi recevoir un coup. Pourquoi? Parce que il faut qu'il sente la dimension psychologique de la voie de fait du coup. Il faut qu'il sache que papa et maman ne sont pas des complices de jeu ou des copains avec qui on joue à la guerre. Frapper interpelle des forces obscures. Frapper, surtout enfin, son père ou sa mère, signifie que implicitement l'enfant a soit épuisé toute forme de dialogue, ou soit qu'il n'y croit pas. C'est-à-dire qu'il sait préalablement que, quoi que soit son discours, de toute façon il n'aura pas raison. C'est-à-dire, je ne veux pas renverser les rôles, mais je veux dire par là que, incontestablement, l'enfant qui lève la main doit avoir une réplique, et peut-être même cinglante, de la part du père ou de la mère, mais il faut aussi en même temps que les parents s'interrogent eux-mêmes si l'enfant a cru devoir frapper
c'est que peut-être dans notre relation avec lui, il sait, il sent que quand les choses deviennent graves, ultimes, on ne peut plus se comprendre. Et frapper, c'est par définition l'expression de l'incompréhension. Maintenant, la violence verbale qui s'accompagnera d'insultes répétées au père ou à la mère, désolé d'insister, mais là ça me paraît manifestement évident, c'est un climat à la maison. C'est un climat à la maison. Que l'enfant puisse dire à son père « tu n'es qu'un vieux » et à sa mère « tu n'es qu'une », etc., interpelle le climat qui règne dans la maison. Et ce climat est imputable d'abord à ceux qui le créent, c'est-à-dire les parents. Aussi, si tant est qu'une fois ou deux, ou que peut-être parfois vous viviez un moment difficile et que vous ayez tendance à laisser le climat dégénérer ou la relation à l'autre non empreinte de respect élémentaire, soyez extrêmement prudent parce que l'enfant, qui est un véritable buvard, sera imprégné de tout ce qu'il aura entendu et il n'hésitera pas à la première occasion à répéter. Les premières insultes verbales sont en général des mots que l'enfant a entendus chez ses parents, de ses parents, et qu'il va répéter. Il va répéter parce qu'il va jouer à l'apprenti sorcier. Il va essayer de savoir si lui, quand il les prononce, il y a des réactions ou il n'y en a pas. Or, je pense qu'il faut, dans ce cas-là, quand la situation démarre ainsi, toujours et tout de suite dire à l'enfant écoute bien, c'est vrai, l'autre fois je t'ai dit ça, ou j'ai dit à ta mère ça, ou à ta sœur ceci, etc. Sache bien que je l'ai dit une fois, je ne le dirai jamais deux, et ce n'est pas parce que tu l'as entendu une fois de moi que tu dois te croire autorisé à pouvoir le dire. Tu l'as dit une fois, que ça ne se reproduise plus. Et soyez très clair dans votre discours, qu'ils sentent bien que, en dépit de la dureté du ton que vous employez, vous faites quand même amende honorable, vous reconnaissez avoir commis une erreur et que vous invitez l'enfant à vous suivre sur le chemin de l'amendement. C'est très important. C'est très important parce que tout ce qui est de l'ordre de la justice touche et atteint l'enfant dans une des racines les plus profondes de l'être humain, et qui sont très souvent des racines d'origine religieuse, même si ça ne se manifeste pas comme ça. Mais le sentiment de justice est un sentiment très fort chez l'enfant. Donc, vous avez dit tel mot, vous le savez, vous vous en rappelez, et vous rappelez à l'enfant que une fois, et c'est tout. Si maintenant, lui, s'est installé dans ce qui devient une habitude, dès le prononcé du deuxième mot, il faut prendre une sanction. J'aurai l'occasion, enfin bon, j'en ai terminé avec la violence verbale ou orale ou physique à l'égard des parents, mais je reviendrai sur la notion et sur la réalité de la sanction. Aujourd'hui, on vit un temps où il ne faut plus sanctionner, il ne faut même plus menacer d'une sanction. Bien, je crois que vous avez compris qu'en ce qui me concerne, ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne suis pas pour la sanction permanente, mais je suis pour que le non-respect des règles de comportement entraîne des conséquences au niveau de l'enfant. Il doit le savoir et il doit être prêt à en supporter les conséquences. Rien n'est plus dangereux que de faire croire à l'enfant, par un pardon rapide, par un oubli immédiat, que c'est une règle de comportement que dans le monde des adultes, on acceptera. Pas du tout. Une des règles de l'éducation, c'est aussi de préparer à la vie sociale.
Or, la vie sociale ne fait pas de cadeau à quiconque transgresse ces lois. Et parmi les lois, il y a la loi du respect. Il y a la loi du comportement, je veux dire du comportement de la façon, enfin l'importance de la relation qu'on accorde à l'autre et la façon avec laquelle on la met en place. Donc il faut qu'il sache qu'on ne dit pas forcément tout ce qu'on a envie de dire et que si on le dit, il y a des conséquences et c'est d'abord papa et maman qui sont les maîtres en la matière quant à l'apprentissage de l'enfant sur ces données fondamentales du comportement. Merci de m'avoir écouté.